Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous avons fait une première vidéo pour parler des bases de données NoSQL. Et je vous avais promis qu'on allait continuer la série avec une base de données, une série de vidéos sur MongoDB. La base de données MongoDB. Si on se souvient de la première vidéo, on avait classé la base de données MongoDB dans la catégorie ou dans la famille des bases de données NoSQL de type document. C'est-à-dire qu'on partait sur une architecture clé-valeur, c'est-à-dire à partir d'un identifiant, on arrivait à retrouver la valeur qui était associée, et donc on identifiait les informations par leur clé, sauf que cette fois-ci, la valeur est sous forme de document, c'est-à-dire qu'il est possible de récupérer des informations dans le document, de pouvoir rechercher dans la valeur. On va voir que ce qu'il est plus commode d'utiliser, c'est le format JSON, par exemple, qui va nous permettre d'avoir des données et de savoir exactement à quoi correspondent ces données. En fait, à chaque fois que vous aurez une valeur, 5, 3, et bien en face, vous aurez à quoi elle correspond. Est-ce que c'est l'âge de la personne? Est-ce que c'est le nombre de ses enfants? Est-ce que c'est le nombre de chiens qu'il a? Et ainsi de suite. Donc en fait, un document, c'est toujours quelque chose qui vous permet d'avoir des valeurs et de savoir à quoi correspondent ces valeurs. Donc c'est très pratique pour chercher dedans. Alors dans cette première vidéo, ce que l'on va faire, c'est déjà commencer par les bases, c'est-à-dire installer MongoDB pour pouvoir utiliser MongoDB localement. Et on va essayer de voir aussi si tout fonctionne bien, si l'installation fonctionne bien, et si on peut commencer, dans les prochaines vidéos, à utiliser MongoDB. On s'intéressera aussi à un peu de vocabulaire, puisque vous allez voir que le vocabulaire de MongoDB est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir en MySQL, et on va essayer de voir un peu quelles sont les correspondances qu'il peut y avoir entre les deux. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par voir déjà qu'est-ce que MongoDB, et à quoi ça va bien pouvoir nous servir. Alors, MongoDB, c'est quoi? Première question que l'on peut se poser. Alors, MongoDB, c'est un système de gestion de base de données orienté documents. C'est-à-dire qu'on va surtout stocker des documents. Là où en MySQL, on stockait des varchars, des integers, ou ce genre de type de données, ici, on va stocker qu'un seul type de données, qui est un type document. Et ce type document, on va voir qu'il est au format JSON. Donc, MongoDB est écrit en C++. Alors, c'est le cas de la plupart des bases de données qui, lorsque l'on veut essayer d'aller vite, on va voir que SQLite par exemple est écrit en C aussi, puisque C++, c'est un langage de programmation qui est un langage compilé, donc qui ne demande plus de travail d'interprétation à chaque fois qu'il est exécuté, et qui en plus permet une gestion très très fine de la mémoire, et donc ça permet de faire des choses très optimisées. C'est souvent pour ça que le C ou le C++ sont choisis pour ce genre de choses. Donc MongoDB est développé depuis 2017 par l'entreprise MongoDB. Bon, ça c'est une information qui est facile à retenir. Et si on voulait se demander si c'est utilisé, en fait on se rendrait compte déjà que MongoDB est utilisé par un grand nombre de clients. On cite par exemple Craigslist, qui est en fait un grand site de petites annonces aux États-Unis, eBay, qui est la plateforme d'enchères qui est bien connu. SourceForce.net, c'est un hébergement de projets logiciels. Plus près de chez nous, en France, on a les pages jaunes qui sont basées sur MongoDB ou le site du journal, le New York Times. Donc on voit déjà que c'est une base de données qui est très utilisée. Encore faut-il en comprendre les avantages pour savoir dans quel cas l'utiliser au mieux. Et ça, c'est ce qu'on a vu quand on a comparé MySQL et NoSQL. On a vu que le NoSQL était justement pour des accès très rapides basés sur une clé. Et ça, en fait, on le comprend très vite. Regardez, si on regarde les exemples sur lesquels qui ont choisi MongoDB, et bien Craigslist, ce sont des petites annonces. Les petites annonces, en fait, n'ont aucun lien entre elles. Donc, en fait, ce sont de l'information qui est très facilement partitionnable. On peut le répartir facilement sur plusieurs serveurs. Et on va accéder à une petite annonce par un identifiant qui va nous permettre d'avoir le document qui est constitué par le texte de l'annonce. Pareil pour les pages jaunes. On va chercher par nom, on va chercher par numéro de téléphone ou ainsi de suite. Mais les sociétés qui sont dans les pages jaunes n'ont aucun lien entre elles. Et donc, en fait, vous n'avez pas à maintenir cette cohérence de base de données, vous n'avez pas à maintenir les liens entre les différentes informations. Tout ce que vous voulez, c'est que ça aille vite quand vous faites une requête, que vous ayez un résultat assez rapidement. Alors, MongoDB, on revient un petit peu sur le fait que MongoDB manipule des documents. Donc, un document, au sens MongoDB, permet de représenter les relations hiérarchiques complexes avec un simple enregistrement. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, quand on faisait du MySQL et qu'on était dans la partie analyse de MySQL, en fait, on s'occupait de mettre en place ce qu'on appelait les lois normales. C'est-à-dire qu'on essayait de ne pas dupliquer l'information. On essayait d'avoir l'information à un seul endroit.
Et bien là, en fait, en MongoDB, on va voir que finalement, ces règles-là ne vont pas être aussi strictes. Justement parce que le fait de dupliquer l'information, parfois, va nous faire gagner du temps. Et ça, on verra un exemple concret d'analyse pour une base de données MongoDB dans une vidéo qui va suivre celle-ci. Alors, étendre une base MongoDB peut se faire simplement en ajoutant des serveurs pour contenir des données. Encore une fois, on a vu que l'avantage de MongoDB, c'est pas de maintenir des relations. Donc, quand vous n'avez pas beaucoup de relations entre les données et que vous n'avez pas à maintenir une certaine cohérence, finalement, les informations sont assez indépendantes les unes des autres. Et donc, il devient très facile de les répartir sur plusieurs machines pour pouvoir y accéder. Toutes les données ne sont pas sur le même serveur, donc ça c'est le pendant en fait. Elles sont sur le même serveur, plutôt dans une base de données MySQL qui a toujours besoin de savoir quelles sont les relations entre les différentes entités que l'on manipule. Donc, MongoDB s'occupera également du routage nécessaire pour retrouver les données. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'on avait vu dans la vidéo précédente, quand on avait évoqué les fonctions de hachage, qui nous permettaient, à partir d'une information, de savoir, de déterminer quelle est la machine sur laquelle va se trouver cette information. Ça peut être comme un calcul de clé, ou ça peut être quelque chose qui, à partir de l'identifiant, un calcul par rapport à l'identifiant qui peut nous permettre d'identifier la machine sur laquelle se trouve l'information. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec l'installation de MongoDB. Et ce que l'on va faire au travers de cette vidéo, c'est qu'on va installer MongoDB localement. C'est-à-dire qu'on va l'installer sur notre poste et on va travailler dessus localement. Vous allez voir en fait qu'il existe plusieurs façons d'installer MongoDB que l'on va un petit peu détailler. On va voir que MongoDB n'installe pas seulement une base de données, mais va aussi nous permettre d'avoir des outils qui vont nous permettre, par exemple, de faire des dumps, de faire des exports, de faire des imports, ce genre de choses, et va aussi être livré avec un outil graphique qui s'appelle Compass, qui va nous permettre, à la manière de ce qu'on a fait avec Workbench avec MySQL, de pouvoir accéder à la base de données avec une application. Sinon, bien entendu, on peut toujours accéder à MongoDB au travers du shell, et donc de se retrouver plus à travailler avec une fenêtre de commande. Donc ça, c'est au choix. Donc on va tout de suite voir un petit peu à quoi ça ressemble, et qu'est-ce que l'on peut récupérer. Donc, je pars sur MongoDB, et je vois que sur la partie installation, déjà, on me propose quel est le type de déploiement que je cherche à faire. Alors, soit je vais utiliser l'outil Atlas qui va me permettre d'utiliser MongoDB comme un service, c'est-à-dire que Atlas va en fait héberger ma base de données, et je vais pouvoir interroger ma base de données comme un service. C'est-à-dire je vais pouvoir envoyer des requêtes, je vais fournir des résultats, mais ma base en fait ne sera jamais localement chez moi. Elle sera hébergée par Atlas. Ce que l'on va utiliser nous, c'est le on-premise MongoDB locally, c'est-à-dire que toute la base de données sera installée sur notre poste, et donc on pourra tout faire en fait directement sur la base de données. On a les tools aussi, qui nous permettent de récupérer des petits ajouts, des petits outils qui complètent MongoDB, qui vont nous permettre de faire certaines actions. On va les télécharger aussi, on va voir comment ça fonctionne. Et enfin, vous avez une version mobile si jamais vous êtes développeur mobile. Donc nous, on va s'intéresser à la MongoDB locally, donc on peut aller dessus. Sur la droite, vous allez voir que vous avez la version courante pour l'instant, c'est la 5.0.9 au moment où je fais cette vidéo. Bien sûr, ces versions évoluent toujours, hein. Moi, je suis sur Windows, mais vous voyez que vous avez la possibilité de chercher votre système d'exploitation sans problème. Donc moi, je suis sur Windows, je vais prendre mon package en MSI et je vais faire un download dessus. Donc, j'ai le téléchargement qui se lance. J'aurais pu le prendre en zip. Et là, vous allez voir que si jamais vous avez une Debian, si vous êtes sur macOS, si vous êtes sur une des distributions de Linux, vous allez avoir votre version que vous pourrez utiliser, sans aucun problème. Donc, le chargement se fait de mon MSI, il est bientôt terminé. Et donc j'ai fait le choix du MSI puisque c'est un auto-exécutable, donc en fait je n'ai qu'à l'exécuter pour que l'installation se lance. Donc, là, c'est terminé. Donc j'ai lancé l'installation, qui va commencer à me préparer le travail d'installation. Donc il me demande, j'accepte le contrat de licence, je demande une installation complète. Là j'ai toujours un doute sur les options, mais je me suis indiqué
Alors, je fais une installation complète, j'installe MongoDB comme un service, run as network service user. Alors, run service as network service user. Voilà. Donc là, je suis bien. Il me l'installe dans ses programmes files MongoDB. Là, je peux changer les chemins si j'en ai déjà envie. Je lui demande d'installer MongoDB Compass, qui est l'outil, l'application qui vient avec MongoDB, qui va me permettre d'accéder à la base de données à travers une application. Ok, j'ai plus rien d'autre à faire, il va s'occuper de l'installation, et donc il va installer tout ce qu'il faut pour que je puisse utiliser MongoDB. Et notre mission maintenant, ça va être simplement de voir si l'installation s'est bien passée, si tout est dans les clous, et que l'on peut bien accéder à MongoDB par la partie shell, et bien entendu aussi par la partie application par Compass. Donc je vais juste couper la vidéo ici, je vais le laisser terminer l'installation, et je récupère la main dès que l'installation est terminée. Alors voilà, mon installation est terminée, et normalement, Compass a dû s'ouvrir. Donc pour l'instant, on va le laisser de côté, Compass, et on va essayer de voir quand même si notre installation s'est bien déroulée. Alors, il y a quelque chose à faire qui peut être assez intéressant, c'est pour que MongoDB puisse être appelé de n'importe où dans votre arborescence, la meilleure des choses à faire, c'est de la rajouter dans la variable d'environnement pass. Alors la variable d'environnement pass, c'est une variable d'environnement dont on a déjà parlé avec MySQL. Elle est utilisée par Windows en fait pour savoir où est-ce qu'elle doit chercher les exécutables que vous lancez. Et donc si vous mettez un chemin dans la variable pass, tout ce qui est contenu dans ce répertoire-là va pouvoir être appelé de n'importe où dans l'arborescence. Par exemple, si j'ouvre un avis de commande et que je veux lancer le démon MongoD, en fait, il va me le lancer puisque moi j'avais déjà rajouté dans le pass. Alors je vais vous montrer où ça se fait, et alors vous voyez que je ne suis pas dans le répertoire MongoDB. Et bien en fait il suffit de taper env, alors pour Windows ça va être ce qui s'appelle modifier les variables d'environnement, donc vous allez les retrouver en tapant env dans la barre Windows, et ça va vous proposer les variables d'environnement. Et parmi les variables d'environnement, vous avez ici le pass, et ici je vais retrouver en fait MongoDB, alors je l'ai deux fois, j'ai le serveur 5.bin et j'ai le tool 100.bin, tout simplement, puisque quand MongoDB s'installe, il va vous créer un répertoire MongoDB, alors là où vous lui avez demandé de l'écrire, et vous allez avoir 5 bin, et c'est dans bin que vous allez retrouver finalement MongoDB exe, MongoD exe, qui est le démon, et ainsi de suite. Donc vous voyez que tout est là. Alors, donc ça c'est pour la variable pass, et si jamais je regarde un petit peu plus, alors là vous voyez que MongoD, ça va lancer le démon en fait, donc c'est un démon qui va attendre que vous ayez une requête à faire et il va réagir dessus. Donc ça vous aurez toujours à le lancer en arrière-plan. Votre MongoDB, par contre, il va vous dire à un moment donné, il va vous sortir une erreur, alors vous pouvez chercher erreur, mais là il va vous chercher une erreur et il va vous dire que le chemin cDataDB n'existe pas. Et en fait, ce chemin, MongoDB va l'utiliser pour stocker les informations de vos bases de données. Donc si ce chemin n'existe pas, il va vous le signaler et il va vous dire qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ici? Tout simplement, vous reprenez votre Explorer et vous lui faites le nouveau dossier, vous lui donnez que lui il veut cDataDB. Bon, je vais créer, comme il me le demande, je vais créer un répertoire data, et dans ce répertoire data, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle db. Voilà, donc j'ai créé cDataDB. Ok, donc je relance le démon, et cette fois-ci, vous voyez que le démon reste, vous voyez, il ne me donne plus accès à l'invite de commande, donc c'est qu'il a tout trouvé, il n'a plus d'erreur, il est content. Je lui ai créé le répertoire dont il avait besoin. Donc ça, c'est une première tâche qu'il faudra réaliser, créer le répertoire cDataDB pour qu'on puisse stocker les informations que vous allez mettre dans les bases de données MongoDB. Et dans le pass pour que MongoDB puisse être accessible de partout. Ok. Bon, alors pour vérifier que tout fonctionne, on a lancé déjà le démon en arrière-plan, donc on va prendre une autre fenêtre de commande.
Voilà. Et on va voir avec, donc cette fois-ci, comme j'ai mis Mongo dans le pass, eh bien en lançant Mongo, je vais démarrer directement MongoDB, c'est-à-dire que je vais avoir le shell, accès au shell MongoDB. Et donc vous voyez en fait il me donne beaucoup d'informations, qui s'est connecté. Il s'est connecté en local, hein, 127.0.0.1. Voilà, et on va essayer de voir quelles sont les bases de données qui sont déjà présentes. Ça va nous permettre de faire simplement un show sur DBS, donc database au pluriel. Ok, alors on pourrait se dire, mais attends, on vient de l'installer, comment ça se fait qu'il y a déjà des bases de données? Bah, en fait, c'est comme en MySQL finalement, MongoDB crée lui-même des bases de données donc, que lui-même a besoin. C'est-à-dire que toutes les informations d'administration, les informations de configuration, MongoDB va les stocker dans une base de données MongoDB. Et c'est pour ça en fait que vous allez retrouver une base admin, une base config, une base locale, et une base de test, et ainsi de suite. En base de test, c'est peut-être moi qui l'ai faite, hein, par contre. Donc on va créer notre première base de données en utilisant simplement use et en donnant un nom à notre première base de données. Donc on va tout simplement faire use et on va l'appeler première base. Ça fait un peu baseball, mais ok, on va faire use première base. Donc MongoDB nous signale gentiment que nous sommes maintenant sur la base de données première base, notre base de données première base. Ok, tout a l'air de fonctionner. Donc si je fais un show DBS, je ne vois rien. Alors pourquoi je ne vois rien? Pourtant je lui ai dit de créer une première base de données qui s'appelle première base. Eh bien tout simplement, en MongoDB, il y a cette spécificité, c'est que tant qu'une base est vide, en fait elle n'existe pas. Pour l'instant, je suis bien allé sur ma base de données première base, mais je n'y ai mis encore aucune donnée, et donc à partir du moment où il n'y a aucune donnée, eh bien en fait, je ne vois pas la base de données. En fait, ça va se comprendre assez facilement dans une base de documents, c'est que la structure et les valeurs sont données au même moment dans le document. Là où en base de données MySQL, par exemple, j'avais défini les colonnes, eh bien je pouvais avoir une table vide avec que les intitulés de colonnes. Mais dans la mesure où en MongoDB, le type de données et la donnée sont mélangés dans le même document, en fait, si j'ai pas de données, bah, j'ai pas non plus la structure de la base de documents. Et si j'ai pas de structure pour ma base, eh bien en fait, pour l'instant, MongoDB n'estime que ça n'existe pas. Ok. Donc pour le moment, cette base n'est pas visible car elle ne contient aucune donnée. On a aussi installé ce que l'on appelle MongoDB Compass. Donc là, vous allez le trouver en tapant MongoDB Compass. Enfin, ça vous l'a peut-être ouvert après l'installation. Et donc, vous allez tomber sur, voilà, MongoDB Compass, hein, c'est écrit en haut. Vous allez donc tomber sur l'application qui est fournie par MongoDB pour accéder aux bases de données. Donc là, l'URL, pour l'instant, par défaut, vous propose de vous connecter en local. Donc c'est ce qu'on va faire. On va connecter sur le localhost. Et on va retrouver naturellement également la base d'admin de config, local et test que l'on avait déjà vu tout à l'heure quand on avait parlé quand on était sous le shell. Donc vous voyez que la vision est vraiment la même. Ça va être une question de préférence. Est-ce que vous avez plus envie de travailler en mode shell? Est-ce que vous avez plus envie de travailler en mode application? Au fur et à mesure des vidéos, vous verrez qu'on passera de l'un à l'autre pour différentes choses et c'est à vous de voir en fait ce qui vous plaira le plus à l'usage. On va aussi, tant qu'on y est, dans les installations, installer les tools. Donc c'est des outils qui sont mis à disposition par MongoDB, qui peuvent nous permettre par exemple d'importer ou d'exporter des données, qui nous permettent de créer des fichiers dump ou d'obtenir des stats sur les bases de données. Donc ça, je vous propose de le faire. On va repartir sur la partie installation qu'on avait vu tout à l'heure, et cette fois-ci, on va juste aller dans la partie Tools, et on va descendre dans les MongoDB Database Tools, et on va récupérer les tools pour Windows, alors moi je suis en Windows 64 bits, et je vais récupérer encore une fois le MSI. Donc là, cette fois-ci, c'est quelque chose qui prendra un petit peu moins de temps que l'installation de MongoDB complète. Voilà, c'est déjà téléchargé. Là aussi, hein, vous voyez que vous pouvez le récupérer pour des distributions de Linux, pour macOS. Il n'y a aucun souci. Vous allez toujours trouver la version qui vous correspond. Donc là, c'est une installation. Je prends le terme de licence. Je le mets sous le répertoire MongoDB que j'avais déjà créé pour MongoDB. Et encore une fois, je peux reprendre ce répertoire Tools
dans la variable d'environnement pass pour que les tools, je puisse y accéder de n'importe où. Ça, vous refaites la même procédure que l'on a fait tout à l'heure. Donc, maintenant, mes tools sont installés, mes outils sont installés. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir créer notre première base de données avec des données à l'intérieur. Ok. Donc ce que l'on va faire, c'est que les bases de données MongoDB, on a vu qu'il y avait des bases de données de base, les admin, config, local. Maintenant, on va créer notre base de données, on va créer nos données à l'intérieur. Donc, si jamais on veut l'essayer avec... on va essayer Compass dans un premier temps, et puis ensuite on verra comment est-ce qu'on peut insérer des données avec le shell. Donc, on va voir ici que... alors, database. Je vais créer une nouvelle database, pour être sûr. Alors, je vais l'appeler première base. Et vous voyez que la première chose qu'on me demande, c'est une collection. Alors pourquoi? Je vous ai simplement dit que à partir du moment où la base de données était vide, en fait, MongoDB ne considérait pas qu'il y avait une base. Donc il faut directement créer une collection à l'intérieur de la base. Alors la collection, pour l'instant, sans aller plus loin, ça peut être c'est ce qui va contenir les données, c'est ce qui pourrait s'apparenter aux tables de MySQL. Mais on va voir en fait que la similitude s'arrête là, puisque la collection va être en fait une collection de documents. Donc je vais l'appeler par exemple, allez, on va l'appeler personne. Voilà, donc maintenant j'ai créé ma database première base, elle apparaît ici, et j'ai une collection qui s'appelle personne, dans laquelle je peux ajouter des datas. Donc, si je veux ajouter des datas dans ma collection, j'ai deux choix. Soit je peux importer un fichier, c'est-à-dire que je peux importer un fichier CSV ou je peux importer un fichier JSON, au format JSON, et ça va importer tout ce qu'il y a dans le fichier dans ma collection. Soit je peux insérer qu'un seul document, et là vous voyez que j'ai à ma disposition déjà la possibilité d'avoir, donc il me propose plein de choses déjà qu'on passe, il me met en forme en fait mon identifiant, donc j'ai pas à gérer l'identifiant de ma personne, et ensuite je peux juste gérer les différents champs. Donc vous voyez que pendant que je suis en train de taper, il me dit que l'insert n'est pas possible parce que j'ai pas le bon format. Donc là je respecte le format JSON, le nom par exemple c'est, je sais pas, Do, voilà, et je vais lui mettre un prénom qui est John. J'oublie pas la virgule ici, j'oublie pas la virgule ici, et vous voyez que maintenant que j'ai entièrement rempli correctement les champs, que j'ai respecté mon format JSON, vous voyez qu'en bas je peux passer en vert, je peux créer l'insert, et vous voyez que maintenant ma collection contient une nouvelle personne qui est John Doe, avec un identifiant. Ok, ça marche. Donc l'insertion fonctionne. Si jamais on voulait s'amuser, ce que l'on peut effectivement pas faire en MySQL, je pourrais avoir par exemple, je pourrais importer un document, pardon, et vous voyez que cette fois-ci, je pourrais simplement dire que cette fois-ci, le prénom de ma personne, c'est Bob, et son âge, c'est 35 ans. Ok. Vous voyez que, alors si je respecte toujours les virgules, cette fois-ci, j'ai le premier enregistrement, j'avais saisi un nom et un prénom. Ici, je saisis un prénom et un âge. Et vous voyez que en MongoDB, en fait, il n'y a aucun problème, je peux insérer les deux enregistrements. Et pourtant, ils n'ont pas les mêmes champs. Il y en a un qui est défini par son nom et son prénom, l'autre est défini par son prénom et son âge. Ça ne pose aucun problème en MongoDB. Alors qu'effectivement, en MySQL, on aurait eu des soucis, puisque en MySQL, les colonnes sont définies pour chacune des lignes que vous avez à déclarer. Donc déjà, petite différence entre MongoDB et MySQL. On va essayer de voir aussi comment est-ce qu'on pourrait insérer des fichiers, comment est-ce qu'on pourrait faire des inserts à partir de fichiers CSV ou des fichiers JSON. Alors, on ne va pas les créer complètement, ce que je vous propose de faire, c'est que on va utiliser, comme la dernière fois, un petit outil qui s'appelle Mokaru, qui vous permet de générer des informations pour la base de données. Et on avait utilisé déjà en SQL
le format SQL pour insérer des données. Ce que je vous propose cette fois-ci, c'est d'utiliser le format CSV, donc comma separated value, c'est un fichier qui est souvent utilisé avec les tableurs. On va essayer de voir comment il est, et moi je suis sous Windows, donc en fait j'utilise la fin de ligne de Windows. Très important, si vous êtes sous environnement Unix, Linux, prenez la fin de ligne Unix, sinon en fait il ne reconnaîtra pas le fin de ligne. Est-ce que je veux qu'il ait les headers? Est-ce que je veux qu'il les en-tête? Ça je sais plus ce que c'est. Question du TF8, je l'utiliserai pas ça. Donc qu'est-ce que j'ai dans ma base? J'ai un identifiant, j'ai un first name, un last name, un email, le sexe de la personne et son adresse IP. J'en génère 1000, je les mets au format CSV et je suis sous Windows. Voilà. J'ai plus qu'à générer tout ça. Je vais faire un download data. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en générer d'autres, aussi aléatoirement. Et je vais cette fois-ci les utiliser au format JSON. Voilà. Et on va voir qu'on peut les faire. Donc, alors, je sais plus. Ça permet en fait que le document soit généré sous forme de tableau. C'est-à-dire que tous les enregistrements sont dans un tableau. Et celui-là, non. Et de l'enlever, non. Alors, je sais plus ce que peut faire Compass. Bon, on va regarder. On va déjà essayer de le générer en tableau. Et on verra tout à l'heure ce que ça fait. Donc, il m'a généré deux fichiers, mockdata.json, mockdata.csv. On peut regarder ce qu'il y a dedans rapidement. Je vais juste les mettre. Je vais juste les copier sous le répertoire temp. Voilà. Je les ai copiés sous le répertoire temp. Et donc j'ai un mockdata CSV. Donc celui-là, en fait, il va s'ouvrir avec un tableur, comme je vous l'avais dit. Alors c'est marrant, je vais peut-être pas l'ouvrir avec un tableur, je vais peut-être quand même l'ouvrir avec un notepad, un bloc-notes, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, effectivement, vous voyez que vous retrouvez en en-tête les identifiants de colonnes, et vous avez les valeurs qui sont séparées par des virgules. Ok. Si je prends le mockdata.json, là vous allez voir que vous avez du JSON, et la case tout à l'heure dont on avait parlé, c'est tout simplement de dire, voilà, ils sont tous dans un même tableau. Alors ça, je sais plus si c'est comme ça que Compass le prend, mais là vous avez récupéré au format JSON, donc vous avez à chaque fois first name et le first name, last name et la valeur du last name, l'email, la valeur de l'email. Si vous avez déjà travaillé avec du format JSON, en fait vous ne devriez pas être trop déstabilisé par ce format de données. Bon, maintenant en fait, ce que je peux faire avec Compass, c'est de dire simplement, je vais faire un insert document, un insert file cette fois-ci. Je vais sélectionner un fichier que je vais prendre dans mon répertoire TMP, je vais récupérer un CSV, donc il voit qu'il a affaire à un fichier CSV, le délimiteur c'est la virgule, donc il me l'a bien classé, et si je place sur l'import, vous voyez que là, il a déjà terminé, et il m'a inséré toutes les personnes que j'avais générées avec mon mocaro. Si je veux insérer le fichier au format JSON, pareil, je vais faire un import file, je vais sélectionner mon fichier JSON, vous voyez qu'il s'est déjà mis en JSON, et je vais faire l'import, il en a trouvé 1000, donne, et vous voyez que maintenant j'ai 2000 enregistrements, donc précisément 2002, puisque j'en ai enregistré 2 à la main, et donc j'ai toutes les informations dedans que je peux récupérer. Donc toutes les informations que j'ai générées, je les ai maintenant, et donc j'ai créé rapidement une base de test avec 2000 enregistrements qui va pouvoir me permettre de faire des requêtes dessus. Donc vous voyez, ça peut aller assez vite. Ok, donc on a vu que l'on pouvait importer des fichiers, on peut naturellement aussi les exporter. J'ai la possibilité avec Compass de prendre tous les documents ici et de pouvoir les exporter. Donc l'export se fait juste sur la petite flèche ici, Export Collection, et là aussi j'ai la possibilité de dire voilà, je vais exporter soit avec une sélection, c'est-à-dire comme si j'avais une clause where en MySQL, je vais pouvoir dire faire une sélection et n'exporter que cela, soit je peux exporter toute la collection, et je vais donc dire, voilà, je vais pouvoir dire quels sont les champs que j'exporte, donc je peux virer des champs, je peux les enlever de la sélection,
Et je peux dire que je veux les exporter soit en CSV, soit en JSON, et donc je peux facilement exporter tous les documents. Voilà. Voilà comment on peut faire avec l'outil Compass. On peut naturellement faire ce que je viens d'expliquer également en shell, pardon. On peut importer des données à partir du shell et on peut aussi exporter des données à partir du shell, et tout ça grâce aux outils que l'on avait installés. Je vous rappelle que les tools qu'on avait installés se sont installés sous le répertoire MongoDB. Vous allez avoir Tools, vous allez avoir 100, donc c'est la version. Et dans bin, voilà, vous allez avoir les Mongo Dump, Mongo Export, Mongo Import, Mongo Restore, Mongo Stat, et ainsi de suite, qui sont les petits utilitaires dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. On peut faire un Mongo Import dans une base de données de la collection. Le type, on spécifie que c'est du type JSON. Et donc, on va juste essayer de le faire. On va prendre une fenêtre de commande. Et on va essayer d'importer les documents qu'on a. Alors, je vais prendre une fenêtre de commande. Je vais prendre celle-là. Je vais sortir. Je vais sortir de là. Et je vais récupérer donc... Je vais faire un Mongo Import. Mongo Import. Non, avec un seul O. Je vais le mettre dans la DB. Alors, la DB, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé première base. J'ai créé première base. Dans la collection que j'ai appelée personne. De toute façon, si jamais la collection n'existe pas, il va la créer pour mettre les informations à l'intérieur. Dans la collection personne, je vais importer un type JSON, donc le type de fichier que j'importe, et le fichier que j'importe, il est où? Il est dans ctemp, et il s'appelle... je vais voir comment il s'appelle déjà. Il s'appelle mockdata.json. Okay. Hop, mockdata.json. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai oublié de préciser que c'est un JSON array, c'est-à-dire qu'il est sous forme de tableau. Ok, est-ce que ça marche? Alors, je vais peut-être pas... Ça, c'est peut-être pas tout en majuscule. Ok. C'est temp, oui, c'est parce que c'est tmp, pas temp. Voilà. Alors là, il me dit que la base de documents existe déjà. Donc je vais créer une base à part. Je vais créer tout ça dans seconde base. Je ne sais pas pourquoi il n'en veut pas. Voilà. Il s'est connecté à MongoDB. Il s'est connecté, il m'a créé seconde base, il a créé collection personne et il a mis à l'intérieur tout ce qu'il faut. Du coup, on va essayer maintenant de se connecter à Mongo pour voir si tout a été créé. Donc je vais me connecter à Mongo. Je vais faire un show DBS. Je vois que seconde base a été créée, donc je vais me mettre sur seconde base. Voilà, je me suis switch sur seconde base. Et donc ce que je peux faire, mais ça on le verra, on le détaillera un petit peu plus tard, je vais juste prendre la collection de personnes et je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et je vais retrouver en fait tout ce que je viens d'insérer. Donc là, j'ai fait quoi? C'est sur ma base de données, j'ai pris la collection personnes et j'ai fait un find. Donc j'ai cherché toutes les personnes que j'avais insérées. On reviendra de toute façon sur cette façon de faire dans la suite, hein, puisqu'on détaillera le find, mais pour l'instant on voit que l'insertion c'est bien faite. Donc on peut faire la même chose avec un fichier CSV, et donc là je vais m'arrêter un peu là sur cette partie-là. Si jamais vous avez d'autres choses à voir, en fait la documentation de MongoDB est assez complète sur tout ce que l'on peut faire en matière d'import et d'export de données. Là je vous ai juste montré les bases pour que l'on puisse progresser, pour que l'on puisse
construire notre première base de données. Je voudrais revenir sur un petit peu de vocabulaire en MongoDB, parce que c'est vrai qu'on est passé par MySQL, on est passé ensuite par PostgreSQL, et donc on a cette terminologie qui est vraiment propre aux bases de données SQL. On a des tables, on a des associations, on a des entités, on a des clés étrangères, on a des clés primaires, et ainsi de suite. Quand on parle dans MongoDB, on va parler d'une base de données, ça ne change pas, mais une base de données ne va pas contenir des tables, elle va contenir ce qu'on appelle des collections. En fait, ça va être des collections de documents. On avait déjà décrit que le document, c'était quelque chose qui nous permettait d'avoir à la fois les valeurs et à la fois une information sur ce que représentent ces différentes valeurs. Donc on va plutôt être sur une collection de documents. La différence entre un document et une table, on l'a vu tout à l'heure, c'est que la table reste assez figée au niveau de la structure. Vous allez définir les colonnes et ensuite pour chaque enregistrement, vous allez devoir définir une valeur pour cette colonne. MongoDB est un petit peu moins structuré, c'est-à-dire que si jamais vous avez deux enregistrements ou deux documents qui n'ont pas exactement la même forme, qui n'ont pas exactement les mêmes informations, ça ne posera pas de problème à MongoDB. Donc, finalement, une collection, ça reste simplement un groupe de documents, un ensemble de documents pour MongoDB. On va voir en fait que chaque base de données de MongoDB possède ses propres fichiers et ne les partage donc pas avec les autres bases, et qu'un serveur MongoDB peut contenir plusieurs bases de données, mais ça, on l'a vérifié aussi, puisque en l'installant, on s'est rendu compte qu'on avait déjà la base de données admin, la base de données config, et qu'on avait créé des bases de données nous-mêmes. Donc, pour finir, en fait, pas de table ici, comme on aurait pu l'avoir en SQL, mais des collections. La notion est un petit peu différente, les tables ont cette notion un petit peu de figé, de colonne figée, de structure figée, alors que les documents, eux, sont plus libres au niveau de leur contenu. Puisque comme ils possèdent les valeurs et la description de ces valeurs, en fait, on n'est jamais perdu, on arrive toujours à retrouver à quoi correspond une valeur. Pour continuer un petit peu avec le vocabulaire de MongoDB, on s'est rendu compte aussi, lorsque l'on a créé nos documents, que systématiquement, il y avait un identifiant pour chaque document. Alors cet identifiant, à chaque fois que vous l'avez, là par exemple, si je reprends ma première base, si jamais je prends la personne, l'identifiant, c'est tout simplement à chaque fois ce que vous avez en rouge, et vous voyez que ça m'a été imposé par MongoDB. En fait, cet identifiant est mis en place par MongoDB. Si jamais je veux créer un nouveau document, vous allez voir que la première chose que fait MongoDB, c'est de me donner l'identifiant de ce nouveau document que j'ai à créer. Donc on est bien sur un modèle clé-valeur tel que l'on avait défini lorsqu'on avait présenté les bases de données de NoSQL, et chacune des clés peut nous permettre de récupérer le document auquel il est rattaché. Donc la clé, c'est toujours ce qui est sous-id dans chacun des documents de la collection. Et on va voir qu'un document peut contenir tous les types de données compatibles avec MongoDB. Donc on avait déjà pour l'instant saisi dans les premiers exemples un nom et un prénom qui étaient des chaînes de caractères, et on avait saisi un âge qui était une valeur numérique. Et vous voyez que quand MongoDB les affiche, vous voyez que les chaînes de caractères sont entre double cotes, alors que les valeurs numériques ne le sont pas, mais ça c'est une distinction qu'on fait déjà la plupart du temps dans les langages de programmation. Et donc MongoDB se base là-dessus pour savoir si c'est du numérique ou de la chaîne de caractères. Alors à part ça, à quoi on peut avoir accès? En fait, on va pouvoir avoir accès à tous les types de données qu'utilise le format JSON. Le format de MongoDB, en fait, s'appuie même sur un type qu'il appelle le BSON. C'est en fait une forme de JSON améliorée, c'est-à-dire qu'il y a des types en plus. Le type BSON, c'est une extension de type JSON, il contient en plus des types comme par exemple les dates, les timestamps ou les object ID. Donc c'est un peu une extension du type JSON. Par contre, le type BSON va contenir naturellement les données qui étaient déjà possibles d'avoir en JSON. Alors JSON c'est quoi? C'est vrai qu'on en parle beaucoup sans forcément peut-être l'avoir expliqué. JSON, c'est l'abréviation de JavaScript Object Notation. C'est un format de données dérivé de la notation des objets en JavaScript. C'est-à-dire qu'on pouvait en JavaScript, d'ailleurs on peut toujours, définir un objet et récupérer en fait les informations de cet objet sous forme JSON, et donc vous aurez à chaque fois les attributs de l'objet et les valeurs qui sont affectées à ces attributs-là. Alors le JSON c'est assez démocratisé et donc n'est plus seulement lié au JavaScript, mais peut être utilisé maintenant dans tous les langages de programmation modernes. Et le fait d'avoir les données et l'information à quoi correspondent ces données, ça rend les documents
sous forme JSON extrêmement exploitable. Ça reprend un peu le même principe qu'on avait avec l'XML. Donc en JSON, quels sont les types que l'on peut déjà utiliser? Alors on peut déjà utiliser les strings, les chaînes de caractères, que l'on va mettre entre double cotes. On peut utiliser les nombres, donc numériques, soit entiers, soit virgule. Donc le virgule, attention, le séparateur virgule, c'est le point, donc sous diverses formes. On a les booléens, donc true et false, qu'il faut vraiment garder true et false, c'est vraiment les deux seules valeurs que peut avoir un booléen, vrai ou faux. On a la valeur nulle, pour spécifier en fait que la valeur n'existe pas, ou qu'on n'a pas de valeur à ce niveau-là. On peut utiliser les tableaux, exactement comme dans un langage de programmation. Donc là, j'ai défini deux tableaux, un qui contient 3 éléments, 1, 2, 3, et deux types entiers, et le deuxième qui est un tableau qui contient A, B et C, 3 éléments de type chaîne de caractères. Enfin, un objet JSON peut lui-même contenir un objet, donc c'est-à-dire que l'objet va encore une fois se décomposer en sous-objets. Donc vous allez voir que la syntaxe, en fait, on va la retrouver beaucoup. Double cote pour les chaînes de caractères, pas de double cote pour les entiers, true et false, vraiment ces valeurs-là pour les booléens, nul exactement écrit comme ça quand la valeur est nulle, des crochets pour les tableaux et des accolades lorsque vous avez à définir un nouvel objet. Encore une fois, vous voyez que le typage n'est pas explicite, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous dites qu'une valeur est un entier ou une chaîne de caractères, donc du coup, le respect de la syntaxe va être ce qui va garantir la reconnaissance des types par la base de données. Donc il faut vraiment bien respecter la syntaxe des différents types. Donc première vidéo sur l'introduction de MongoDB, on a vu énormément de choses, on a installé MongoDB, on a vérifié que tout fonctionne, tant du côté shell que du côté de Compass avec l'application MongoDB, et on s'est intéressé un petit peu au JSON, aux différents types. On a vu comment est-ce qu'on pouvait insérer des données dans une collection, et comment est-ce qu'on pouvait de nouveau exporter les données. Alors maintenant, on a vu aussi qu'il y a beaucoup de choses différentes entre MongoDB et ce que l'on connaît en MySQL. On a vu que on pouvait par exemple se permettre de créer des documents qui n'avaient pas forcément la même structure, et ça ne posait aucun problème à MongoDB de les intégrer dans la même collection. Ce qui aurait été une hérésie pour MySQL, qui lui est vraiment sur des données très figées, des tables très figées. Donc maintenant on va s'intéresser dans la prochaine vidéo à savoir comment est-ce qu'on pourrait analyser une base et comment est-ce qu'on pourrait trouver des équivalences entre un modèle conceptuel des données qu'on aurait réalisé pour une base de données MySQL, comment est-ce qu'on pourrait le transformer pour le rendre compréhensible dans une base de données, pour une base de données MongoDB. Vous allez voir que le travail est un petit peu différent, l'optique n'est pas la même, on n'est plus sur une optique sécurité et cohérence des données en MySQL, on est plus sur une optique optimisation des temps de traitement en MongoDB. Et vous allez voir que la différence d'optimisation va nous faire prendre des chemins différents dans la réalisation de notre base de données. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour la suite de nos aventures en MongoDB et de voir comment est-ce qu'on peut analyser la mise en place d'une base MongoDB. À bientôt!